L'épisode d'aujourd'hui, c'est Sanguinarium. C'est écrit par Valérie et Viviane Mayhew et c'est réalisé par Kim Manners. Alors, les sœurs Mayhew, qui sont-elles? Je vais vous le dire. Elles sont surtout connues pour être les productrices de la série Charmed. Elles ont d'ailleurs écrit plusieurs épisodes. Valérie a aussi écrit des livres à part entière en auto-édition, dans le genre fantastico, sorcellerie, fémino-romantique. Alors, je connais pas bien son travail, je n'ai vu qu'un épisode ou deux de Charmed. J'aime pas du tout cette série. Par contre, ma femme adore Charmed. Elle s'est matée plusieurs fois l'intégralité des saisons. Il semble que le côté soap fantastique accroche. D'ailleurs, sans condescendance aucune, il semblerait que ce soit clairement ciblé pour les femmes, la relation entre les sœurs, les conflits. Bon, c'est sans doute bien, mais vraiment ce qui me rebute, c'est que c'est torché comme un épisode de Santa Barbara, quoi. Oh, tu l'as, papa. Mais oui, ma chérie. Tu sais qu'il n'y a personne au monde pour qu'il soit plus difficile de trouver un petit cadeau. C'est vrai? Oui, j'ai cherché longtemps avant de penser à un avion. Il est à l'aéroport où il meurt d'envie de te voir. Laisse-moi un peu de temps. Oh, je suppose que tu n'as pas une minute de disponible. Ah, ça, c'est pas juste, hein. Dis-moi quelque chose. Comment une jeune femme comme toi peut offrir à son père un aussi bel appareil? Eh bien, en réalité, même si tu n'en as pas l'impression, mon ramage est encore beaucoup plus brillant que mon plumage. Ce qui veut dire? Que j'ai fait de bons investissements. C'est vrai? Et de quel genre? J'ai du flair. Ça, c'est excellent. Je t'ai dit, j'ai un ramage brillant. Oui, et j'en suis heureux pour toi. Référence à mon avis qui ne parlera qu'aux plus vieux de la chaîne. Donc on va dire que c'est très plat en mise en image. Ça me parle pas, tout simplement. Je sais que j'ai beaucoup de tort et je m'en veux du mal que je vous ai fait alors que vous m'avez tellement aidé. Je voulais tellement être proche de ma sœur et j'ai rien vu quand Christy s'est mise à me manipuler. Oui, et maintenant, tu le vois? Comment on peut être sûr que tu nous tends pas un piège, c'en est un? On est censé te croire? Où est Christy? Ça, je l'ignore, probablement à l'école de la magie pour chercher un moyen de vous tuer. Ça me parle pas, c'est d'ailleurs le leitmotiv pour cette chronique, pour cet épisode plutôt divertissant, alors quand même très très con, on va pas se mentir, et en l'état je trouve que c'est vraiment un succès d'année de La Main de l'Enfer, vous savez là, en saison 2, en beaucoup moins marquant. Donc La Main de l'Enfer, c'était le fameux épisode de la saison 2 qui avait marqué le départ provisoire de Glenn Morgan et James Wong, que j'ai revu à la hausse d'ailleurs. J'ai réécouté ma chronique de l'année dernière et je trouve que j'avais pas assez mis l'accent sur le côté horrifique de cet épisode, qui était quand même beaucoup plus marquant que ce que j'ai pu en dire. Et là par contre, Sanguinarium, on délaisse le côté effrayant pour appuyer tout ce qui est dégueulasse, parce que l'épisode nous nourrit avec 3-4 passages assez costauds. Donc vous avez évidemment la scène de liposuction qui ouvre l'épisode, vous avez l'opération laser, vous avez aussi l'acide qui ronge le visage, et évidemment la découpe de visage, c'est le moment que je préfère, façon Les yeux sans visage de Georges Franju, qui est tout simplement un des plus grands classiques du cinéma français que je vous encourage à regarder. C'est un film qui ne prend pas une ride. Donc toutes ces scènes contribuent à garder le côté choc de cet épisode. D'abord, ils sont très bien faits, ce sont des effets practical comme on dit. Apparemment, les deux sœurs se seraient inspirées d'une des véritables sorcières de Salem, ce qui aurait choqué les membres de la secte Wicca qui a noyé la production de L'Être Indigné. Donc dans le grand livre que je vous cite, l'épisode offre une vision positive de la Wicca, un courant religieux basé sur la nature et du néopaganisme. Alors, les accointances entre la série et les sectes, je ne vous cache pas que je suis en train de mener ma petite enquête dessus. Il y a sur plusieurs aspects, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des accointances entre Carter et la scientologie. Donc, il faut quand même que j'appuie bien mes arguments, que je vérifie mes sources. C'est vraiment un truc à creuser, parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup, personne ne l'a fait. Et ça pourrait aussi expliquer cette espèce de crise spirituelle qui a frappé Carter.
et qui pourrait peut-être expliquer la déconvenue du second film. Bon, ce qui est marrant surtout avec cet épisode, c'est qu'on retrouve Richard Beymer, la star de, enfin un des acteurs principaux de la série Twin Peaks. Donc Twin Peaks, il y avait un côté soap aussi, hein. J'ai mis du temps à adhérer à Twin Peaks, quoique niveau photo, bon, ça n'a strictement rien à voir avec le charme, hein. Déjà le cadre à la campagne, on a aussi une véritable impression de petite communauté avec des gens dont on finit par s'attacher, d'autres moins. En tout cas, je suis très sensible au côté, tout le monde se connaît, comme dans mon petit patelin en fait, hein, les recoins mystérieux, les forêts inquiétantes, ces hôtels de passe, comme dans mon patelin. Donc Beymer jouait Benjamin Horne, l'homme le plus riche du bled, un homme qui manipule, qui ourdit des coups bas, du moins c'est l'impression qu'il donne. Il a une liaison avec une femme qui est mariée avec une des personnalités excentriques de la ville, sans doute le personnage le plus sympathique de la ville, hein, Pete le pêcheur. Fellas, don't drink that coffee. You'd never guess. There was a fish in the percolator. Sorry. Et donc Benjamin Horne, on va découvrir ses filures au fur et à mesure. Il est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air. Donc l'acteur Richard Beymer, toujours vivant, beau pied, bon oeil, hein, malgré son âge avancé. Il jouait d'ailleurs dans la saison 3 très tardive de Twin Peaks, je crois qu'elle a été faite presque 25 ans après. Et d'ailleurs son personnage, vraiment, il connaît une évolution assez incroyable, parce qu'on en fait un personnage positif. Donc Beymer, il a été quand même jeune premier sur West Side Story de Robert Wise. Et il est juste méconnaissable parce qu'il était extrêmement jeune. C'était un homme déjà quasiment d'âge mûr dans la première saison de la série Twin Peaks, donc c'est assez fabuleux, voilà, la longévité de sa carrière. Il a été chef-op, il a été scénariste, il a été réalisateur, bref, il a vraiment une carrière extrêmement riche. Je m'arrête juste un petit peu une dernière fois sur la série Twin Peaks, hein, parce que j'ai pas grand chose d'intéressant à vous dire sur cet épisode, donc autant parler de ce que j'aime. Je vous montre les deux coffrets Blu-ray. Alors vous allez dire, mais c'est un grand malade, comment ça se fait qu'il a deux coffrets? Alors déjà, il faut savoir que les coffrets maintenant coûtent un bras. À l'époque, j'ai pu, voilà, ça c'était, je l'avais acheté à la Fnac quand il était sorti, et il était, je crois même pas, il était à une trentaine d'euros. Et ça, je l'avais trouvé genre à 25 € sur Amazon il y a un an. Donc si j'ai les deux, c'est que tout simplement, bon déjà, il y a la saison 3 dans ce coffret, parce que dans celui-ci, il n'y a pas la saison 3. Par contre, il y a le film Firewalk With Me et les pièces manquantes du dossier. Ce sera d'ailleurs toutes les scènes coupées de Firewalk With Me. Je crois qu'il y a presque une heure et qui sont extrêmement passionnantes, hein, pour compléter un petit peu tous ceux qui s'intéressent à la mythologie de la série. J'avais même emprunté un bouquin à la médiathèque consacré à la série. Il existe le journal de Laura Palmer. Je crois que ma soeur elle l'a lu. C'est vraiment un très très beau coffret. Je vais faire peut-être quelques plans pour vous montrer comment il est fait. C'est un bel objet et c'est une série, voilà, que j'ai maté qu'une fois, donc ça me paraît un petit peu compliqué d'expliquer mes sentiments pour cette série. En tout cas, la saison 3, elle m'a vraiment bluffé, quoi. Elle m'a effrayé, elle m'a fasciné. Et franchement, rien qu'en parlant, déjà, j'ai envie de me la remater, quoi. Bon, on va revenir sur cet épisode. Donc, le côté critique de la passion américaine pour la chirurgie esthétique, c'est ce que dit le grand livre X-Files. Alors, j'avoue que c'est passé au-dessus de la tête, hein. Je trouve que c'est vraiment très très léger. Même le climax à la fin, je spoil, hein, le directeur de la clinique va trouver un second souffle en allant postuler dans une clinique à Los Angeles, donc à Hollywood. Voilà, je trouve pas ça fameux. En fait, j'ai du mal à me passionner pour l'enquête, hein. Mulder, comme d'habitude, voit tout de suite où situer ses recherches. Il découvre les pentagrammes. Petit conseil, si jamais vous devez subir une petite intervention chirurgicale et que vous voyez un pentagramme à côté du billard, eh ben, vous prenez la tangente. Pour conclure, donc, épisode qui se laisse mater. On se fait pas chier, ça, on peut pas lui enlever ça, hein. Je l'ai regardé un soir assez tardivement avec ma femme. Le début bien gorasse avec la liposuction, la découpe de visage, bref, il y a plein de petits moments assez rigolos, tout ça, on finit quand même par le retenir, cet épisode, mais on va dire que c'est un épisode OSEF, comme disent les internautes aujourd'hui, hein. OSEF, j'ai quand même dû googler le truc pour comprendre ce que ça veut dire, on s'en fout, quoi. Quand j'étais jeune, on disait on s'en balèque. Ça se dit encore, hein. On dit encore ça aujourd'hui ?
Ah ouais. Chien Hanouna. Ah merde, fais chier là.